bonjour à celles et à ceux que je n'aurais pas encore croisés. Donc, effectivement, Vitae est un projet du PPR cultivé, protéger autrement, dont l'intitulé complet est cultiver la vigne sans pesticides vers les socio-écosystèmes viticoles agroécologiques pour la production de vin. C'est un projet qui est co-animé par François Delmotte, dont je ne vais pas vous présenter, et Hervé Alain, donc Institut Agro Montpellier, qui sont les porteurs initiaux de ce projet, et puis moi-même avec le précieux soutien de Léa Cabrol Projet. Alors, quelques mots sur Vitae, qui est un projet ciblé sur la vigne, qui fédère 13 laboratoires associés à 5 établissements, vous avez la liste ici, et il regroupe environ 100 permanents, dont les champs disciplinaires qui sont listés ici illustrent parfaitement le fait que Vitae a fait le choix d'une approche pluri- et interdisciplinaire. Alors, comme vous le savez, la sortie des pesticides est un enjeu majeur, mais aussi un défi ambitieux que Vitae n'a pas la prétention de relever lui seul, et surtout en 6 ans. Néanmoins, notre objectif est d'identifier des solutions qui seules ne suivront pas, mais qui, on vient d'en parler, combinées dans des systèmes de culture, permettront d'avancer dans la transition agroécologique, donc en viticulture. Un point à considérer est que la production de vin est identitaire des régions viticoles, les différentes régions viticoles, et qu'il est fondamental d'intégrer l'impact de l'évolution des pratiques sur les caractéristiques des vins et également le comportement des consommateurs. Et donc, dans ce contexte, Vitae a été structuré en 7 WP, que je ne vais pas lister, autant de WP finalement nécessaires pour intégrer toute la complexité de nos objectifs. 3 sont finalement des innovations technologiques, 3 autres des approches systémiques, et puis un WP intégratif, finalement, réellement interdisciplinaire, qui consiste en une étude prospective. Alors, concernant les principales avancées de Vitae, au vu du temps imparti, j'ai fait le choix de ne cibler que quelques-unes de ces avancées qui vont justement illustrer ce caractère très pluridisciplinaire du projet. Et vous pourrez voir que finalement, nous travaillons à différentes échelles, à différents niveaux, pour répondre, là encore, à nos objectifs. Alors, toute production de raisin et donc de vin impose naturellement le choix du matériel végétal. Et on vient d'en parler, les variétés résistantes aux maladies suscitent un intérêt particulier aujourd'hui, dans la mesure où il est clairement démontré que les variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium permettent de diminuer très fortement les IFE. Néanmoins, ça vient d'être dit également, ces variétés ne sont pas résistantes à toutes les maladies et elles sont notamment sensibles au black rot, qui est considérée comme une maladie réémergente et qui, vous le voyez, peut également fortement compromettre la récolte. Et donc, Vitae s'implique dans la création de variétés résistantes au black rot. Et pour cela, une méthode d'évaluation de la résistance en conditions contrôlées et semi-contrôlées a été mise au point et optimisée. Et elle a permis d'identifier de nouvelles sources de résistance à cette maladie dans différentes espèces de vitis, principalement américaines. Et des populations de ségrégation dérivées de ces espèces vont permettre d'identifier des gènes de résistance, lesquels seront agrogressés dans des lignées de façon à pouvoir être en capacité de sélectionner des variétés résistantes.
Alors, là encore, hein, on en a parlé précédemment. Un enjeu majeur, finalement, dans le déploiement des variétés résistantes est leur durabilité face au risque de contournement par les agents pathogènes. Et en ce sens, il est important de connaître le plus précisément possible les acteurs moléculaires qui sont impliqués dans cette résistance. Alors, de façon extrêmement simplifiée, dans les interactions entre les plantes et les micro-organismes, vous avez ici les cellules végétales, la reconnaissance de motifs microbiens par les plantes pour permettre d'induire des réponses immunitaires. Mais des agents pathogènes vont trouver des parades. Ils sont capables d'injecter dans les cellules végétales des effecteurs qui bloquent ces réponses. Mais les plantes se sont adaptées et produisent des protéines de résistance capables de reconnaître et d'interagir avec ces effecteurs, permettant ainsi de restaurer les réponses immunitaires. On parle d'ETI ou effecteurs trigger immunity. Et les effecteurs sont considérés comme des protéines d'avenir. Alors, dans l'interaction entre la vigne et Plasmoparalytica, une trentaine de gènes de résistance avaient été identifiés, mais aucun gène d'avirulence. Et Vitae, finalement, a permis d'identifier les premiers gènes d'avirulence dans le génome de Plasmoparalytica. Ce sont des gènes qui codent pour des effecteurs, donc des protéines d'avirulence, qui sont reconnus par ces protéines de résistance, ce qui permet d'induire le TI. Vitae a également permis d'identifier des événements moléculaires, notamment on a parlé des délétions, qui vont être à l'origine de cette perte de reconnaissance. Les protéines modifiées ne sont plus perçues, il n'y a plus de TI, la résistance est contournée. Et donc, l'ensemble de ces résultats va permettre, outre l'avancée des connaissances sur le plan fondamental, va permettre de développer de nouveaux outils d'épidémiosurveillance des populations de Plasmoparalytica afin d'accompagner le déploiement des variétés résistantes au milieu. Alors, ces variétés résistantes, elles sont importantes, mais elles restent insuffisantes. Et pour différentes raisons, on ne peut pas imaginer qu'elles puissent se substituer rapidement, facilement à l'ensemble des cépages traditionnels que l'on a. Et donc, Vitae s'intéresse à d'autres leviers qui permettent de solutionner, en tout cas de contribuer à solutionner les risques d'attaque, les risques de maladie, d'infection par les bioagresseurs. Avec trois leviers notamment. L'exploration du microbiote, le développement de solutions de biocontrôle, et les deux finalement sont liés, et puis également l'exploitation de la biodiversité fonctionnelle. Alors, concernant l'exploration du microbiote, une première question qui s'est posée a été de vérifier si des micro-organismes pouvaient interférer avec le cycle de milieu. Pour ce faire, des parcelles voisines, similaires, ont été identifiées pour leur différence d'expression du milieu, faible ou forte, sur la base de données épidémiologiques fournies par l'IFD. Pour chacune de ces parcelles, le microbiote du sol et des jeunes feuilles a été analysé et comparé, et il s'est avéré que certaines espèces de champignons et de bactéries étaient plus abondantes dans les parcelles exprimant plus faiblement la maladie. Ainsi, c'est ce sol ou encore la phyosphère de ces jeunes feuilles de vignes cultivées dans les parcelles à faible expression pourraient être des réservoirs à candidats pour le biocontrôle du milieu. Une question qui a suivi ces résultats a été de déterminer si les micro-organismes pouvaient être des indicateurs justement de l'expression
parcelle. Et pour ce faire, une méthode de random forest a été utilisée en testant différentes combinaisons de données microbiennes et taxonomiques. Et il s'est avéré que pour le microbiote du sol, eh bien, ce sont les champignons abondants au niveau taxonomique de l'espèce qui sont les meilleurs prédicteurs de la sensibilité de la parcelle à la maladie, avec 15% de chance, ou 15 de malchance, de se tromper. Alors, visiblement, un microbiote foliaire est un indicateur moins performant pour ce type de prédiction. Deuxième objectif qui a été fixé suite aux résultats obtenus pour la comparaison des parcelles, cela a été d'isoler les micro-organismes foliaires afin de tester leur activité de biocontrôle in vitro et in vivo. Et pour cette étape, différents milieux de culture ont été utilisés, dont des milieux à base d'extraits de feuilles de vigne pour augmenter leur cultivabilité, et à peu près un millier d'isolats ont pu être mis en collection. Ces micro-organismes isolés ont ensuite été testés quant à leur effet protecteur contre le mildiou, testés seuls ou alors associés sous forme de consortia microbiens, donc des symptômes, fongiques, bactériennes ou mixtes. Et la plupart de ces symptômes ont montré une bonne activité de protection contre le mildiou, vous avez ici la référence mildiou, y compris la symptôme la plus riche, ici en vert, constituée de 42 souches. De plus, il a pu être vérifié que les symptômes fongiques étaient plus efficaces pour le contrôle de la maladie comparé aux symptômes bactériens, et que leur activité, leur efficacité augmente avec l'augmentation du nombre de souches qui les constituent, en sachant que dans ce cas-là, les collègues se sont arrêtés à 14 souches. Donc voilà pour la partie microbiote. À présent, pour le développement du biocontrôle. Un premier objectif a été d'identifier des solutions, là encore, contre le black rot. Pour ce faire, une méthode, là encore, d'évaluation, cette fois-ci de l'efficacité de produits de biocontrôle, a été mise au point en conditions contrôlées. Elle permet donc d'évaluer la maladie sur la base de l'expression des symptômes, voire de suivre le développement conjugué. Cette méthode a permis de démontrer l'efficacité contre le black rot de surnageant des milieux de culture de deux bactéries, de bacillus, Bacillus ginsengii S38 et Velesensis bus14. Vous avez ici les efficacités pour les deux souches concernées. Ces surnageants ont l'intérêt d'être polyvalents. Nous avons montré leur efficacité contre le black rot. Il avait été montré par le passé l'efficacité contre la culture grise. Et Vitae a permis de mettre en évidence également une efficacité contre le mildiou, toujours en conditions semi-contrôlées. De plus, ces surnageants ont un double mode d'action, un effet direct à différentes étapes du cycle de développement des agents pathogènes, selon les agents pathogènes concernés. Et par exemple, pour le mildiou, ils inhibent la mobilité des zoospores et donc les risques d'infection. Nous avons également mis en évidence un effet stimulateur des défenses de la plante de ces surnageants. Alors, à propos de SDP, un autre objectif a été de développer une stratégie permettant d'augmenter l'efficacité des SDP. Donc, il avait été montré que certaines enzymes, des histones désacétylases 2,
régule négativement les réponses de défense des plantes. Et l'inhibition de ces enzymes par des composés que j'appellerai DDP, ou des inhibiteurs de défense des plantes, eh bien, lève cette régulation négative. Donc, il était légitime de se demander si l'application d'un DDP capable de lever la régulation négative des défenses pouvait potentialiser les réponses de défense induites par un SDP. Et nous avons pu vérifier cette hypothèse en conditions semi-contrôlées. Vous avez ici un exemple de l'expression d'un gène de défense. Vous pouvez observer, ici en orange, une activation plus longue de l'expression de ce gène pour la stratégie combinée DDP-SDP comparée à l'application d'un simple SDP. Et cette potentialisation des réponses de défense s'accompagne d'une meilleure protection contre la maladie, là encore vérifiée en conditions semi-contrôlées. Nous l'avons montré pour l'oïdium, où là vous le voyez pour le mildiou, avec une efficacité supérieure de la combinaison, comparée au SDP, qui là je le précise, avait été utilisé à dose réduite. Donc, cette stratégie a été éprouvée au vignoble en 2024, année de forte pression mildiou, et elle a donné des résultats encourageants qui font que voilà, les essais vont être renouvelés cette année. Petite précision, quand on transpose ces expérimentations au vignoble, bien sûr, on reste dans des conditions pratiques. Donc, on ne fait pas un passage pour le DDP et un pour le SDP. Alors, à présent, la biodiversité fonctionnelle. Donc, en fait, l'objectif est de construire des systèmes viticoles qui vont favoriser cette biodiversité et les services produits par cette biodiversité. Et pour cela, des études sont conduites à différentes échelles, de la parcelle au paysage, afin de vérifier, de déterminer comment des options de gestion agroécologique, seules ou combinées, sont susceptibles d'impacter les communautés d'ennemis naturels, leur réseau d'interaction trophique, et puis, ce qui nous intéresse, les services rendus dans la régulation des ravageurs ou encore des agents pathogènes. Alors, concernant les services rendus, des analyses moléculaires de contenu stomacaux de différents prédateurs a permis de constituer une base de données unique sur les régimes alimentaires de ces organismes. Et cette base de données a permis de prédire quels prédateurs potentiels, quels ennemis naturels étaient prépondérants dans la régulation des insectes ravageurs. Et des araignées ou encore des chrysopodes jouent en effet un rôle clé dans la régulation des cicadelles des tordeuses. L'intérêt d'options de gestion et des pratiques associées a également été démontré. Par exemple, à l'échelle parcellaire, la mise en œuvre de stratégies qui permettent de réduire les IFT, ou encore la mise en place d'une gestion extensive de l'enherbement ou des couverts végétaux, eh bien, permet d'augmenter la biodiversité et favorise la régulation des insectes ravageurs. À une échelle plus large, l'intérêt de l'hétérogénéité paysagère a également été mis en évidence. Ainsi, des paysages constitués de petites parcelles avec un nombre important d'habitats semi-naturels va favoriser la régulation des insectes ravageurs. D'autre part, la présence d'espaces forestiers va favoriser la diversité spécifique des oiseaux, mais également des araignées ou des chauves-souris. Et ces habitats forestiers peuvent aussi contribuer à réguler les bioagresseurs. Par exemple, en diminuant la probabilité d'occurrence du mildiou,
des tordeuses et en lien avec ces dernières, la probabilité de déclencher un traitement insecticide. Ainsi, ces résultats seront intégrés pour la construction de nouveaux paysages viticoles favorisant donc la biodiversité et les services rendus par cette dernière. Alors, tout l'enjeu va être finalement dans la façon d'assembler ces différents leviers à effet partiel, d'apprendre à les combiner dans les systèmes de culture. Et en ce sens, Vitae a aussi fait le choix d'identifier des exploitations qui ont déjà initié cette démarche. Et cette traque aux innovations a été réalisée dans 6 régions viticoles, dans des domaines commercialement viables et identifiés pour leur performance environnementale. Et elle a permis d'identifier 4 stratégies de réduction des produits phytosanitaires indépendantes des régions considérées et combinant des leviers techniques, organisationnels, sociaux et économiques. Au sein de ces domaines, 14 parcelles ont été identifiées comme en rupture à très bas niveau d'utilisation de pesticides et comme des cas d'études à caractériser. La caractérisation est prévue sur la période 2023-2025. En 2023, elle a été réalisée à partir d'une trentaine d'indicateurs classiques de façon à avoir une vue globale des agrosystèmes. Ce sont des indicateurs associés à la construction du rendement, à la gestion du sol, des bioagresseurs, par exemple. Et sur la période 24-25, eh bien, la liste d'indicateurs a été enrichie par d'autres sur la base de résultats de Vitae et elle va intégrer notamment le microbiote du sol, le microbiote foliaire, l'inoculum milieu ou encore la biodiversité au sein des parcelles ou en bordure. Donc, cette caractérisation est en train d'être consignée et les modes opératoires seront disponibles en partie sous forme de vidéo. D'autre part, une grille de caractérisation des niveaux d'agroécologie a été élaborée et mise en œuvre auprès de différentes exploitations. C'est une grille qui propose une note entre 0 à 20 et qui est la moyenne finalement d'une vingtaine d'indicateurs prenant en compte les 3 dimensions de l'agroécologie, donc biodiversité, environnement, social et économique. Et cette grille a pu nous permettre de conclure qu'aujourd'hui, les domaines commerciaux les plus avancés dans la réduction des pesticides eh bien, sont ceux qui sont également le plus avancés dans la transition agroécologique, avec les meilleures notes pour le niveau d'agroécologie, et ce pour les 3 dimensions qui ont été présentées. Et cette étude a également permis de montrer que la transition agroécologique nécessitait un raisonnement à l'échelle de l'exploitation et pas seulement au niveau des itinéraires techniques. Alors, j'ai presque terminé. Je vous propose de passer au vin et au comportement du consommateur. Et là encore, l'un des objectifs a été d'évaluer le potentiel œnologique des variétés résistantes en comparaison aux cépages traditionnels et la réaction des consommateurs. Donc, pour l'évaluation du potentiel œnologique, on est finalement sur les étapes classiques avec l'évaluation des paramètres de maturation des raisins, des analyses de marqueurs de qualité et puis des micro-vinifications sont réalisées de façon à permettre des évaluations sensorielles. Et puis un marché expérimental a été mis en place pour évaluer le comportement des consommateurs pour les vins issus de variétés résistantes et notamment leur consentement à payer. Concernant justement le comportement des consommateurs et au vu de l'intérêt finalement de la biodiversité et des services rendus par cette biodiversité,
un biodiscore a été créé, facile à lire par les consommateurs, et il a été testé auprès de ces derniers afin de voir comment ils réagissaient. Donc, plus de 600 consommateurs ont été soumis à ce type d'enquête de marché expérimentaux, et il s'est avéré que les consommateurs n'étaient pas insensibles à ce biodiscore, et que notamment, on avait un consentement à payer de plus de 12% pour des vins présentant un biodiscore A, mais au contraire, moins 12% pour ceux présentant un biodiscore B. Enfin, je vous ai parlé d'une étude prospective. Donc, cette étude avait pour objectif la création, l'élaboration de scénarios de sortie des pesticides en viticulture. C'était la première étape. Et l'élaboration de ces scénarios a été réalisée, presque terminée, suite à un certain nombre de réunions impliquant, entre autres, des scientifiques de chaque WP, justement pour donner son sens à l'interdisciplinarité. Ces scénarios seront soumis à l'ensemble du consortium Vitae, avant de l'être aux professionnels de la filière, afin d'organiser un dialogue avec ces professionnels. Et les résultats de ce dialogue seront mobilisés pour élaborer des recommandations qui permettraient de guider un certain nombre d'acteurs de la filière vers la mise en œuvre de la transition agroécologique, donc en viticulture. Donc, je m'arrête là pour les résultats. Je terminerai en disant qu'il y avait déjà un certain nombre de recherches sur ces thématiques, mais Vitae a, on va dire, impulsé un élan de recherche qui, en fédérant une communauté plus large que les différentes communautés qui travaillaient sur des projets jusqu'au début de Vitae. Vitae contribue finalement à la construction de ce puzzle, avec l'objectif de sortie des pesticides que nous nous sommes fixés. Vous voyez que nous sommes impliqués les uns les autres dans différents projets qui permettent de continuer de couvrir des champs qui ne sont pas exploités, dont GetUp qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, donc je vais terminer en remerciant l'ensemble des contributeurs aux travaux présentés, l'ensemble des responsables de WP du projet pour leur aide à la construction de ce diaporama, ou leurs représentants, et puis les membres des conseils scientifiques et professionnels. Ils sont représentés ici, notamment avec Marc Brébeau et puis Marc-André Sélas, pour leurs conseils et leur regard sur nos avancées. L'ANR, le financement ANR via le PPR. Et puis merci à vous pour votre attention.